expressions sur Ford.fr. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. 9h07, c'est l'heure de notre enquête avec vous, Véronique Jacquier. Cette question, peut-on tout dire dans une campagne électorale ? Eh bien, du côté des auditeurs, sur le compte Twitter de Sud Radio, peut-on tout dire dans une campagne électorale ? C'est oui à 57%. Rappelons qu'on met le sujet sur la table, car il y a 2 listes nationalistes et une liste musulmane, dont les propos dans les clips de campagne sont financés avec l'argent du contribuable, dont les propos peuvent heurter certains, notamment dans les listes nationalistes. On parle de grands remplacements, on parle de remigration, et ça en fait sauter certains au plafond parce qu'ils s'interrogent, est-ce qu'avec l'argent public on peut financer des clips de campagne de gens dont on peut juger que les propos sont sacrément politiquement incorrects. Alors il y a avec nous évidemment pour débattre l'un de ces hommes qui tient des propos dans les clips de campagne, c'est Vincent Vauquelin qui est à la tête de la liste Reconquête. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour, merci de m'avoir invité. Il y a Yann Le Bihan qui est candidat sur la liste Alliance Jaune, donc une autre petite liste pour les européennes, et donc Yann Le Bihan, un gilet jaune. Il y a Bruno Cotrez, chercheur au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po. Bonjour. Bonjour, et puis j'aurais dû commencer par Michel Léridon, bien sûr, membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour. Alors, tout d'abord, je vous livre 2 commentaires d'auditeurs, puisqu'on en est à oui à 57%, mais avec quand même des avis très tranchés. Par exemple, Michel nous dit sur le compte Twitter de Sud Radio, bien sûr que l'on peut tout dire durant une campagne. Vous pensez que les candidats se sont privés pour nous mentir durant les campagnes précédentes. Et puis, Stop nous dit, on ne doit pas tout dire, on ne peut pas tout dire, c'est ouvrir une boîte de Pandore qui finit toujours par laisser sortir tous les diables. Rappelons quand même que, en principe, on peut tout dire tant que ça ne tombe pas sous le coup de la loi. Oui. Et on part directement au 0826 300 300 avec Alain qui nous appelle Dagde. Bonjour Alain. Oui, bonjour. Bonjour Écoutez, Alain. moi je suis là, bonjour à vous. Je voulais dire que pour moi, on peut tout dire dans une campagne électorale. Comme ça, on voit sans hypocrisie exactement les états et l'état d'esprit des candidats. Par exemple, on a très bien vu, on va parler de Macron, on est très bien, depuis le départ, j'ai toujours considéré que cet homme était hyper ambitieux. Et, son ambition est effectivement de prendre les rênes de l'Europe parce que Merkel était affaiblie. Merkel se laisse pas faire, donc il se retourne maintenant sur le Front National, sur les partis politiques intérieurs. Donc on est très loin de la campagne européenne. Donc on voit véritablement le visage des gens qui veulent le représenter. Oui. Moi je suis assez partisan qu'on dise tout. Alors il y a quand même, restez avec nous Alain, et puis vous pouvez continuer de réagir au 0826 300 300. Michel Léridon, quand même, les clips de campagne qui ont été enregistrés, est-ce qu'ils ont été soumis à approbation Oui, donc, absolument. C'est une des missions du CSA, vous savez. C'est effectivement d'assurer le pluralisme et d'organiser les campagnes électorales audiovisuelles. Et donc, effectivement, d'abord, c'est nous qui déterminons les temps de ces clips, la durée de ces clips. Et on pourra y revenir parce qu'on applique la loi, en réalité. Donc, c'est nous qui le déterminons dans un cadre extrêmement précis. Oui, c'est ça. Comment vous avez fait pour déterminer ces temps, alors ? Ah oui, alors, je vais essayer d'aller vite. 3 fractions. 3 minutes pour toutes les listes, quelles qu'elles soient, messieurs en face de moi et toutes les autres. Une deuxième fraction en fonction du nombre de sièges, du nombre de soutiens exprimés par des parlementaires, soit des députés, soit des sénateurs, soit des députés européens. Je le dis tout de suite, ça fait tout de suite une deuxième fraction, par exemple, qui évidemment fait énormément gonfler le temps du parti au pouvoir. Bien sûr. C'est évident. Ça, c'était 2 heures à répartir en fonction de ses soutiens. C'était simplement arithmétique. Et la 3e fraction, une petite marge de manœuvre, mais quand même assez étroite, puisque c'était 1h30 à répartir entre toutes les listes. Il fallait servir toutes les listes, et en rééquilibrant en fonction de la représentativité. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les résultats des élections précédentes, présidentielles, européennes, parlementaires, puisqu'on sait bien que l'Assemblée nationale, le nombre de sièges n'est pas proportionnel au nombre de voix. Donc là, cette fois-ci, on s'est intéressé aux voix. Là, évidemment, du coup, c'est une 3e fraction qui a plus profité, justement, aux partis qui ont un poids politique certain, puisqu'ils ont eu des bons résultats à ces élections, même s'ils n'ont pas les sièges. Et puis, effectivement, pour les petites listes, c'était effectivement le reliquat, en quelque sorte, à se partager. Est-ce que, alors, les petites listes, puisque vous êtes 2 représentants de ces petites listes, Vincent Vauquelin et Yann Le Bihan, est-ce que vous êtes satisfait déjà de cette répartition et du temps de parole qui vous est accordé, quoi ? Oui, c'est un minimum, c'est une première fois déjà pour beaucoup de listes
qui se présente, donc d'avoir accès aux médias, c'est déjà une bonne chose. Après, effectivement, le parti au pouvoir en profite largement compte tenu de la répartition, mais c'est déjà pas mal, oui. Oui. Même chose de votre côté. Non, parce qu'on dit liberté, égalité, donc égalité, c'est tout le monde pareil. Alors c'est vrai que c'est assez important ce terme d'égalité, parce que l'égalité, elle fonctionne dans le cadre de certains scrutins. Michel Héridon, Bruno Cotresse. Hein. Oui, le législateur est revenu il y a quelques années sur cette importante question et effectivement a décalé un peu le regard progressivement de l'égalité vers ce qu'on appelle l'équité. Et effectivement, c'est le mélange entre les trois éléments qui viennent d'être rappelés, qui vont attribuer du temps de parole, et notamment le dernier, qui est celui de la notoriété, on va dire les intentions de vote, par exemple, qui sont attribuées à chacune des listes. Il faut bien qu'à un moment donné, il y a des principes qui vont réguler le temps de parole global. Et ceux qui prônent l'égalité, c'est vrai que sur le fond, ils ont des arguments, mais en face, on pourrait leur dire, d'abord faites vos preuves devant les électeurs, devant les citoyens, et que ça, c'est le meilleur principe pour assurer l'égalité. Donc toutes les deux thèses sont en présence et se sont affrontées déjà de nombreuses fois devant le législateur. Oui, ça c'est vrai. Ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, le temps de parole, il est attribué avant que les gens connaissent la liste. C'est-à-dire que les gens ne nous connaissaient pas, mais on avait, sur notre notoriété, on avait attribué déjà du temps de parole. Mais il y avait déjà des critères, comme le disait Michel Héridon. Il y a des critères qui sont... Ils ne nous connaissaient pas. Oui, mais on peut comprendre, puisqu'il s'agit d'argent public pour les clips de campagne, que le quota soit fait en fonction de la représentativité. Oui, ça a coûté 12 millions d'euros pour M. Macron qui a fait sa campagne, ça a choqué personne. D'accord, mais il a plus d'électeurs que votre liste. Oui, non, mais moi je suis qu'un jour vous aurez autant d'électeurs, autant d'argent. Oui, enfin je pense pas, le système est tellement bloqué pour qu'il reste au pouvoir. Macron profite largement d'un soutien médiatique. On a vu pendant le grand débat, en fait, il a fait toute sa pré-campagne finalement aux frais du contribuable. Alors ça, c'était autre chose. Relayé sur BFM TV. Oui, mais non, parce qu'en fait, ça participait directement de sa campagne électorale. Donc là, pour le coup, c'est même plus de l'équité. Oui, mais vous avez vu ça, ça lui réussit pas forcément. Oui, je voulais dire que cette troisième fraction, justement, on a cherché à rééquilibrer les choses, et ce dont je parlais, c'est effectivement le parti au pouvoir n'a pas profité de cette troisième fraction ou très peu, parce qu'effectivement, il avait déjà été, entre guillemets, bien servi dans la deuxième, de par le nombre de députés. Donc, effectivement, ce qu'on a essayé de faire, c'est de rééquilibrer, et ce ne sont pas du tout les partis au pouvoir qui en ont bénéficié, vous savez très bien. Et puis, sur l'égalité, une petite précision, ça existe parfois pour certaines campagnes, mais c'est dans le cadre de la présidentielle et dans la dernière ligne droite, Voilà, et pas l'ensemble des scrutins. Tout à fait. Oui, parce que là, il n'y avait pas de... il y a 34 listes, et il n'y avait quasiment rien pour bloquer, en fait, le nombre de listes, Michel Héridon. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir... Très honnêtement, déjà la liste, il faut la monter, il faut aller jusqu'au bout du processus. C'est pas compliqué, il faut trouver des candidats, ensuite il faut recueillir un dossier pour chaque candidat, déposer ce dossier au ministère de l'Intérieur, désigner un mandataire financier, enfin il y a tout un processus, c'est assez long. Donc c'est un peu un parcours du combattant. Je pense que déjà ça limite nécessairement le nombre de listes. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de listes, parce qu'il y a une crise de représentation politique, on va en parler. Mais est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de listes, tout simplement parce que c'est la seule élection, l'élection européenne, où il n'y a pas non plus un filtre démentiel, c'est-à-dire on ne vous demande pas le parrainage d'élus pour porter vos idées, pour les véhiculer, justement avec de l'argent public, c'est-à-dire à travers les clips de campagne. C'est le paradoxe, c'est qu'en même temps c'est un système un peu censitaire, parce que si on n'a pas 1 million d'euros pour faire imprimer des bulletins de vote, il n'y a pas de bulletins de vote. Vous allez en Italie, vous allez en Belgique, vous allez en Allemagne, c'est normal que ce soit l'État qui paye les bulletins de vote pour l'ensemble des listes, et pas en France. Ce qui fait que, par exemple, la liste que je représente, la liste de la Reconquête, ce sont les électeurs qui doivent imprimer eux-mêmes leur bulletin de vote pour aller voter. Je trouve que c'est un peu un scandale démocratique, quand même. Oui, du coup, il y a certaines listes qui proposent sur leur site, sur leur propre site, des bulletins de vote. Ce qui est notre cas. Oui, ce qui est votre cas. Absolument, oui, on n'a pas le choix. Et comme ça, vous réduisez vos frais, effectivement, de campagne. De toute façon, on n'a pas le choix, parce qu'à moins d'1 million d'euros, techniquement, on ne peut pas faire imprimer et livrer des bulletins de vote. Alors, où trouvez-vous l'argent, concrètement, votre liste de la Reconquête? C'est simplement des dons, des adhésions de sympathisants, de militants. Il n'y a pas de financement public, évidemment. Il n'y a pas de ressources occultes, contrairement à certaines autres listes. Donc nous, voilà, on fait une campagne très low cost, mais on utilise évidemment beaucoup Internet. Et puis voilà, on essaie de se faire connaître comme ça, on n'a pas le choix. Et puis un peu de provocation aussi, parce qu'on sait très bien que c'est comme ça que ça marche aussi. C'est-à-dire la provocation dans les contenus, le buzz. Dans le buzz, oui, voilà. C'est-à-dire que, par exemple, évidemment, quand on parle de grands remplacements et de remigration dans son clip de campagne, ce que j'ai fait, il y a aussi une volonté polémique
clairement affirmé. Et ça, on l'assume, parce que sinon, on ne nous entend pas. Évidemment, avec 34 listes, comment voulez-vous vous faire entendre? Et comment voulez-vous imposer dans le débat public des thématiques qui sont fondamentales, qui en l'occurrence le multiculturalisme? Oui, donc vous avez voulu poser cette question sur cette présence, le multiculturalisme en France, en provoquant, quoi. Et vous dites, c'est comme ça, effectivement. Mais on l'assume, oui, évidemment. Vous l'assumez. Et ça, est-ce que vous avez pu intervenir au CSA sur les contenus ou pas? Non. C'est-à-dire, il y a une vérification? Il y a une validation. Une validation qui ne veut évidemment pas dire approbation de toutes les thèses et toutes les visions qui sont défendues. D'ailleurs, le spectre est suffisamment large pour effectivement que ça n'entre pas en ligne de compte. Donc, il y a une validation. On s'assure effectivement que ça respecte la loi. Donc, effectivement, les limites de la liberté d'expression, donc pas d'appel à la haine ou de choses comme ça. Mais dans les mesures où ça respecte la loi, on n'a pas à rentrer, on n'a pas à censurer, on n'a pas à rentrer. C'est vraiment justement l'espace qui est donné aux listes pour qu'elles puissent s'exprimer pendant ce minimum de 3 minutes qui leur est accordé. Pascal Canfin, le numéro 2 de La République En Marche pour les Européennes, s'interroge quand même et se demande s'il ne faudrait pas censurer certains contenus. Vous validez non, mais je sais que ça vous fait sauter au plafond, mais idéologique, vous Michel Léridon, vous dites on peut se poser la question ou non, il n'en est pas question? C'est vraiment un espace qui, par définition, est fait pour que les partis politiques et les formations s'expriment librement. Donc après, je ne sais pas qui aurait vocation, le CSA ou autre, à déterminer ce qui devrait passer ou pas. Il y a la loi qui existe, on sait bien qu'il y a des limites à la loi d'expression. On n'a pas le droit de dire absolument tout. Surtout en France. Comme je parlais d'appel à la haine, par exemple. Voilà, et c'est heureux. Nous, on l'a subi avec M. Castaner, cet appel à la haine, les Gilets jaunes, tous les samedis, on l'a subi de M. Castaner. C'est pour ça qu'il y a des notions qui sont pas, en fait, qui sont définies par LREM, de haine et tout ce qu'on veut. Ce sont eux qui définissent leurs normes. Et ils les utilisent comme ils veulent. C'est-à-dire que dès qu'ils veulent faire taire les gens, en fait, ils mettent en avant leur... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais Yann Le Bihan, en même temps, vous pouvez dire quasiment ce que vous voulez à travers votre clip de campagne, à partir du moment où il n'y a pas des propos... Oui, mais on est en démocratie ou en dictature? Non, mais justement. C'est pour ça. Pour certains, la démocratie, c'est pouvoir s'exprimer. Or, c'est pouvoir décider, c'est pas la même chose. Mais effectivement, il y a des normes. Les politiques, depuis quelques années, en fait, ils ont défini leurs propres normes sans rien demander à personne. Et puis, M. Castaner, comme je vous ai dit tout à l'heure, prendre l'exemple, lui, il peut se permettre d'insulter les gens, les traiter de factieux, tout ce qu'on veut. Moi, il m'insulte toutes les semaines parce que je suis rien de tout ce qu'il a dit. Quand on me traite d'extrémiste, d'ultra, de tout ce qu'on veut, voilà. Donc, l'appel à la haine, ça veut plus rien dire. Ce sont des termes bateaux, que j'appelle ça, dans notre société, où LREM veulent rentrer dans un eugénisme idéologique. Je sais que le terme, il semble fort, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on doit tous penser la même chose. La seule parole qui est la vraie, c'est celle de Monsieur Macron. Et puis voilà, donc je veux dire, il y a pas que M. Macron, il y a d'autres listes aussi, évidemment, qui sont présentes. Donc, il y a un moment, je me demande quels sont les critères Quels sont les critères pour définir ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut pas dire en France? C'est ça le truc. Le premier point. D'abord, je voudrais un peu nuancer ou préciser ce qui vient d'être dit. Quand vous dites le politique fait sa loi, non, c'est le législateur. Le législateur, c'est nous. Les citoyens à travers notre droit de vote. Le législateur, en fait, c'est nous. Donc le politique ne fait pas la loi comme ça en dehors de tout processus et de cadre démocratique. C'est nous, le législateur. Mais cette passionnante question sur est-ce qu'on peut tout dire, je trouve qu'elle a plusieurs entrées. Vous avez une entrée qui est effectivement politique, philosophique, pratiquement, la vieille question de la liberté d'expression. La liberté de chacun s'arrête où celle des autres commence. On retrouve ce fameux paradoxe. Il y a la question institutionnelle, qui est quel cadre a été posé à un moment donné par le législateur pour justement poser des bornes et faire en sorte qu'une société démocratique vive en paix. La liberté d'expression. En même temps, vous êtes au micro de Sud Radio, donc vous pouvez prendre la parole. Effectivement, il y a des cadres juridiques pour vous garantir contre vous-même, vous protéger de nous protéger nous-mêmes de notre liberté d'expression. Et puis une question démocratique, c'est en fait l'idée qu'il ne peut pas y avoir aussi dans l'espace public au moment des élections des informations qui viendraient entacher le résultat de l'élection dans sa sincérité. C'est-à-dire c'est toute la question des fake news, toute la question de... Il faut en même temps que le citoyen fasse son opinion dans un espace où il ne dira pas 1 an ou 2 ans après, je me suis fait manipuler. Donc c'est compliqué. Ça, c'est beaucoup plus complexe. C'est compliqué, mais oui, c'est beaucoup plus complexe. Parce que, évidemment, les arguments sur des campagnes électorales sont souvent des promesses, et puis après, elles sont tenues ou pas, bien sûr. Oui, c'est très complexe, parce qu'on a Donald Trump, par exemple, qui a fait campagne en 2016 en étant politiquement incorrect du matin au soir, et pourtant,
temps, il y a eu cette idée quand même de la manipulation permanente à travers des fake news et des réseaux sociaux et même de l'équipe de campagne de Trump, avec les profils Facebook des électeurs. Donc de toute façon, quand on parle cash, ça n'enlève pas l'impact éventuel de fake news. Donc ça, il y a une nouvelle problématique aussi dans une campagne électorale. Ça souligne la nécessité de voir des nouvelles institutions, des institutions qui existent en charge du bon déroulement démocratique, avoir sans doute davantage de fait n'auraient pas un rôle de censure. Est-ce qu'on n'irait pas vers ça ? Quand Emmanuel Macron pense d'ailleurs à une institution de ce type pour contrôler les médias, et même une instance pour être un peu à la tête des médias qui a été décriée par tous les patrons de presse. Je pense qu'il y aura à un moment donné des questions institutionnelles, mais une question de culture démocratique aussi dans le pays, d'éducation civique citoyenne tout au long de la vie, parce que encore une fois, c'est l'idée toujours la même des institutions de nous protéger contre nous-mêmes. Si on laisse aller les tendances et les pulsions de chacun, on va s'insulter, on va finir devant les tribunaux. Donc c'est pas le but du jeu dans un moment démocratique. Donc il y a sans aucun doute aussi une question Le but aussi, c'est de mettre toutes les idées sur la table, si je puis dire. Et là, en l'occurrence, Vincent Vauquelin, c'est ce que vous pouvez faire pendant cette campagne électorale, quoi. Oui, pendant un laps de temps d'accord ou pas d'accord avec vous, bien sûr. Oui, bien sûr, mais pendant un laps de temps très court. Et je voudrais rebondir sur ce que vous disiez. Effectivement, il faut des garde-fous, évidemment. Il ne s'agit pas de faire de la diffamation, de l'injure publique, etc. Mais il y a déjà une forme dans notre pays, une forme de politiquement correct qui asphyxie et qui aseptise le débat. Et je pense même ça appauvrit le débat public, en fait. Et ce qui fait que quand il y a des campagnes électorales, la plupart des partis politiques en fait se contentent de sortir des slogans stéréotypés, fabriqués par des agences de com. Et puis du coup, les gens votent comme si on choisissait une lessive. Et puis après, quand ils sont au pouvoir, on se rend compte que c'était pas du tout ce qu'on voulait. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne une crise de représentation politique et des gilets jaunes, dont j'étais aussi comme monsieur. Et donc évidemment, si on accepte le politiquement correct, la pensée unique, la bien-pensance permanente, au nom de se préserver, de se protéger contre nous-mêmes, on tue le débat. Et donc, pour répondre à la question de l'émission, oui, on peut tout dire. Du moment que, évidemment, encore une fois, on reste dans les clous de la légalité, je pense qu'on peut tout dire et on doit tout dire. Et si on ne le dit pas pendant une campagne électorale, je ne sais pas quand on le dit. Oui, ça c'est pas faux, en fait. C'est un véritable argument, Michel Léridon. Vous êtes sensible en fait à ça, non ? De toute façon, moi je suis favorable bien sûr à la liberté d'expression dans les clips et hors des clips. De toute façon, ça, par définition, sur le politiquement correct, moi c'est vrai que j'entends beaucoup de personnes dire qu'ils ne peuvent plus rien dire. Mais en fait, ils se répandent pas mal. Je parle pas de vous, monsieur, mais ils se répandent pas mal dans les médias. Ils sont quand même invités régulièrement dans certaines émissions pour dire qu'ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils disent. Et finalement, ils arrivent à s'exprimer. Donc je pense qu'il y a un petit snobisme à dire je suis contre je me prends pas à ce que vous dites vous personnellement, mais parfois je peux avoir un soupçon d'irritation par rapport à cette histoire de politiquement correct. Je pense que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent et aiment bien se victimiser en disant qu'ils ne peuvent pas dire ce qui n'est pas correct et en réalité ils le disent. Excusez-moi, mais il est quand même factuel qu'il y a quand même une ligne officielle du régime, on va dire, de l'ensemble des partis politiques, la plupart des grands partis, on va dire, et entre eux il y a des différences de degrés, mais il n'y a pas de différence de nature. Ils sont tous d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire le mondialisme, l'immigration, ils sont pas tous d'accord, etc. Quand vous allez grosso modo, ils sont tous d'accord. De Yann Brossat, Jean-Luc Mélenchon, Manon Aubry, là en fait aujourd'hui. Non mais c'est vrai, Manon Aubry jusqu'à Emmanuel Macron ou François-Xavier Bellamy, ils sont pas tout à fait les mêmes lignes. Il y a des différences de degrés, c'est ce que j'ai dit, mais il n'y a pas de différence de nature. On leur propose un poste de ministre, ils y vont. Ils sont tous Macron compatibles. De toute façon, ça fait. Alors ça c'est autre chose. Je pense pas quand même. Un poste de ministre et vous savez, il s'adapte. Il s'adapte très facilement. On va continuer dans un instant le débat encore pendant 10 minutes sur Sud Radio. Vous pouvez continuer de réagir sur les réseaux sociaux, mais également en nous appelant 0826 300 300 comme Alain à l'instant. Oui, et continuez bien sûr de commenter cette enquête. 9h25, c'est le Grand Matin Sud Radio. De 14 jours. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Il est 9h29, merci d'être avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio. Ce matin, on parle bien sûr des élections européennes, à une semaine du vote final. On parle de temps de parole, on parle aussi de liberté d'expression avec cette question. Peut-on tout dire dans une campagne électorale, Véronique Jacquier ? Et du côté des votes des auditeurs de Sud Radio sur le compte Twitter de Sud Radio, c'est toujours oui à 57%. Je vous lis les derniers commentaires. Eric nous dit oui, il faut tout dire, car comment faire monter
confronter, entendre des idées différentes et comment s'opposer à ces mêmes idées si elles ne sont pas exprimées. Et puis Ludorian ajoute, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas aux médias de décider ce qui doit être dit ou pas. Alors je vous rappelle qu'en 2009, Dieudonné avait pu présenter une liste antisioniste en Ile-de-France lors des européennes de 2009. Et en fait, il faut savoir que l'administration ne peut agir que s'il y a risque de trouble à l'ordre public. En revanche, évidemment, la justice peut quand même être saisie. On ne peut pas tout dire dans une campagne électorale. La provocation, la haine raciale, par exemple, est punissable, même en campagne. Donc, évidemment, c'est logique. Vous nous appelez 0826 300 300 et vous continuez de commenter, bien sûr, sur Sud Radio. Et on lira vos messages à l'antenne. Oui, alors, Vincent Vauquelin, tête de liste Reconquête, Yann Le Bihan, candidat sur la liste Alliance Jaune, Bruno Cotresse du CEVIPOF, et puis Michel Léridon au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il reste encore une semaine pour ces temps de parole. Il n'y a pas eu de recours là jusqu'à présent. Ça se passe en fait plutôt bien. Les temps de parole sont respectés. Il faut distinguer les temps de parole dans le débat et la question des clips. Des clips sur les chaînes publiques. Sur les clips, Radio France et France Télévisions Insoumise a déposé un recours, estimant qu'effectivement elle n'avait pas suffisamment bénéficié de suffisamment de temps. Donc ça sera examiné aujourd'hui au Conseil d'État. Voilà. Et sinon, pour le reste, non. On a des lettres et des c'est un petit peu courant de personnalités politiques qui effectivement estiment qu'elles n'ont pas qu'on n'est pas suffisamment bien traité, etc. Mais voilà, ça s'arrête là pour l'instant. Et de toute façon, nous on est très vigilants, comme je vous le disais pendant la pause. Oui. On regarde toutes les semaines tous les temps de parole sur toutes les radios, toutes les télévisions, et pas seulement celles de. Oui, non, mais ça c'est important pour les auditeurs ne savent pas forcément comment ça fonctionne, mais chaque semaine, chaque média doit rendre compte, chaque média audiovisuel. La presse écrite n'est pas soumise à ça, ni les sites internet. Bien sûr. Les sites internet, non, puisque par définition, c'est un espace d'échange entre des personnes, etc. Donc là, pour le coup, effectivement, il n'y a pas d'instance de la régulation. La presse écrite, le pluralisme est externe, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un journal de droite, un journal de gauche, et c'est ainsi que le pluralisme s'exprime. Pour l'audiovisuel, le principe, c'est que vous bénéficiez d'une fréquence, et donc en échange, vous avez certaines obligations, parmi lesquelles le pluralisme, et donc effectivement, donner la parole à tout le monde. Oui, Vincent Vauquelin, d'ailleurs, est-ce que, puisque c'est Internet qui permet aujourd'hui aussi d'impacter en fait énormément à côté des médias traditionnels que nous sommes, les radios, les télés, Oui, absolument. Nous, on utilise évidemment tout ce qui va être réseaux sociaux, évidemment, site internet, etc. Après, là encore, la liberté est très relative. Je vous donne un exemple très simple. Sur Facebook, j'ai été bloqué une 30aine de fois. Pour des motifs toujours un peu curieux. Des propos haineux. Non, vous savez, moi je connais un peu le droit, donc je suis toujours un peu vigilant. Voilà. Et puis il y a des méthodes qui sont plus subtiles maintenant, qui sont mises en œuvre, en particulier contre nous. C'est ce qu'on appelle le shadow ban, c'est-à-dire que Facebook se débrouille pour réduire notre audience à 10% de son potentiel. Contre ça, manifestement, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de recours, il n'y a pas beaucoup de preuves en plus pour l'établir. En fait, simplement, on peut comparer. Simplement, pour une page comme celle de la dissidence française, par exemple, la nôtre, on a 47 000 likes, le compteur est bloqué depuis 2 ans, c'est quand même presque 2 ans, c'est quand même un petit peu curieux. Ça vient de quoi, ça? Des algorithmes? Ça vient de Facebook, tout simplement, c'est une entreprise privée qui a fait le choix, en conscience, de limiter l'audience d'un parti politique qui participe à la vie démocratique régulière et qui, de fait, favorise, du coup, d'autres partis politiques puisqu'ils n'appliquent pas les mêmes critères. Oui. Et je trouve que c'est un scandale. On va voir d'ailleurs si on peut faire quelque chose d'un point de vue juridique pour y remédier, parce que je trouve ça un petit peu curieux. Pour le reste, évidemment, on utilise tout ce qui est YouTube, site internet, etc. pour se faire connaître. Encore une fois, c'est assez difficile, mais voilà, on fait ce qu'on fait. Vous diriez qu'il y a quand même un impact de la campagne, de cette campagne électorale pour vous, parce que vous avez quand même du coup une médiatisation qui n'existait pas auparavant. Oui, bien sûr. Vous pouvez le quantifier, cet impact ? Oui, grosso modo, sur le site internet de la dissidence française, nos vues ont été multipliées par 10 depuis le début. Évidemment, beaucoup de soutien qui nous arrive d'un peu partout, c'est très bien. Après, si on regarde simplement ce que disent les médias de nous, les revues de presse, etc., c'est toujours pareil, c'est l'extrême droite, les racistes, les nazis, les antisémites, les fascistes, etc. J'en passe, c'est des meilleurs. On croirait que je torture des petits chats le matin. Enfin, à un moment donné, c'est juste ahurissant, alors que nous, simplement, on essaie d'inviter des thématiques dans le débat public qui ne se font jamais entendre. Donc, on profite de ces élections pour ça, parce qu'on sait très bien que notre score va être relativement faible, on se ment pas. Et donc, pour répondre
on fait tout ça pour répondre à une crise de représentation politique, et je pense aussi que c'est la démarche de monsieur qui est à côté de moi, et au final on se fait insulter de tous les noms par les médias, qui sont encore une fois des journalistes normalement, qui sont tenus à une certaine déontologie, une certaine impartialité. En tout cas, il y a des éditorialistes qui peuvent commenter. Oui, bien sûr, les éditorialistes, c'est autre chose, bien sûr, évidemment. Mais même s'ils sont très critiqués, justement. Pendant la crise des Gilets jaunes, Yann Le Bihan, vous êtes candidat sur la liste Alliance jaune, beaucoup de Gilets jaunes s'en sont pris aux éditorialistes, quoi. Oui, parce qu'en fait, ce sont des sous-marins LREM, c'est très clair. Moi, je me suis retrouvé... La plupart, il suffit de suivre leurs propos. Après, effectivement, on va vous dire, oui, on vous a donné un temps de parole, on est bien d'accord, mais après, il faut voir sous quel angle. C'est-à-dire que vous allez avoir un député LREM, il va être bien traité, tout ça, qui va avoir son temps de parole. Nous, on va arriver en face, et puis on va nous cartonner, puis on va dire, vous avez eu votre temps de parole, c'est sûr, oui, on s'en est pris plein pendant 10 minutes. Effectivement, on a eu notre temps de parole. Et puis voilà, après, je pense que les gens sont suffisamment grands pour analyser qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est fait, comment c'est dit, comment c'est fait, comment c'est traité. Et puis voilà, après, quand je dis qu'effectivement, il y a des éditorialistes qui sont des sous-marins LREM, moi, je ne vais pas vous donner des noms, mais je me suis déjà retrouvé sur des plateaux télé avec des gens, c'est très clairement, c'est des LREM, et puis voilà, il n'y a pas à se cacher. Après, c'est une façon de contourner du temps de parole, et puis voilà, mais la technique... ça contourne pas du temps de parole, puisque à un moment donné, on vous donne justement la parole, donc vous pouvez vous exprimer. On se retrouve à dépenser notre temps de parole, à répondre à des attaques, et on développe pas notre point de vue, on développe pas les raisons. Parce que vous vous rendez pas compte, mais encore une fois, je suis gilet jaune depuis le début, j'ai vu ce qui s'était passé sur les ronds-points, etc. Je pense que ici, vous vous rendez vraiment pas compte de la défiance qu'il y a contre les médias. Parce que sur Sud Radio, ça va. On était sur les ronds-points. Oui, bien sûr. J'en doute pas. Mais alors, faut voir quand même la défiance qu'il y a contre les médias de la part de la population, et qui est parfaitement légitime, parce qu'ils estiment être désinformés. Ils estiment, à mon avis, à raison d'être désinformés sur un certain nombre de sujets. Et évidemment, dès qu'il y a une voix un petit peu dissidente qui se fait entendre, on se fait tout de suite attaquer par les journalistes, ça va pas s'arranger. Non, mais ça c'est vrai, Bruno Cotresse. Il y a eu cette défiance qui est grandissante d'ailleurs contre les médias traditionnels. On réalise au CEVIPOF toutes les années notre enquête sur la confiance des Français dans la politique, dans les politiques. Et c'est vrai qu'on voit la confiance dans les médias est autour de 20 à 25% à peu près. La confiance dans les partis politiques, elle est à 9%. Donc il y a une vraie crise démocratique dans ce pays. La crise des Gilets jaunes que nous avons vécue, les 6 derniers mois que nous venons de vivre en France, ont été le témoignage d'une immense crise de la confiance dans la représentation, une crise démocratique, sociale de très grande ampleur que nous avons vécue. Nous n'en sommes pas sortis. Il faudra remettre sur le métier ces questions très, très, très importantes. Il nous attend en France un grand chantier de reconstruction démocratique. Pour moi, on n'en est qu'au début. Un certain nombre d'autres démocraties connaissent les mêmes crises. De grandes nations, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, se sont même engagés dans de véritables audits démocratiques sur plusieurs années pour tout poser sur la table. L'audit, il est venu de la crise un peu des Gilets jaunes, bien sûr. Yann Le Bihan, voilà, donc ça c'est clair. Vous avez pu vous faire entendre déjà. Est-ce qu'il n'y a pas de crise démocratique? Parce que justement, pendant des années, et depuis des années, on s'interdit de parler de certains sujets. Est-ce que la défiance envers les partis traditionnels, elle n'est pas là? Est-ce qu'on n'attend pas autre chose, surtout en temps de crise, que d'entendre de la part d'un leader politique il fait beau, allez voter? C'est-à-dire, voilà, les sujets qui suscitent de vraies angoisses chez les Français ne sont pas forcément traités et exprimés par les grands leaders. Je pense qu'on a vécu déjà en France d'autres grandes crises démocratiques dans des grands moments de crise de l'identité, de crise de la confiance, les grands moments de grandes perturbations politiques, économiques. Nous avons vécu de nombreuses crises en France, l'antiparlementarisme à un moment donné. Aujourd'hui, on est plutôt dans un moment où depuis le milieu des années 90, le monde a beaucoup bougé. Les citoyens trouvent qu'on leur a peu donné le mode d'emploi. Ils se sont sentis abandonnés sur le bord de la route par les hommes et femmes politiques. Et je pense que c'est beaucoup plus ça qui est ce monde qui est en train de bouger, dont les politiques ont fait la théorie en disant faut s'adapter, c'est la mondialisation, il n'y a pas de choix, etc. Et beaucoup de Français se sont sentis abandonnés par des hommes et femmes politiques qu'ils ont sentis comme peu empathiques, comme surtout tournés vers leurs propres intérêts. Les paroles que vous prononcez tout à l'heure en étaient un exemple éloquent. Donc il y a là véritablement quelque chose de très très important pour les années qui arrivent. On voit des signes. N'oublions pas qu'aux dernières élections législatives en France, les 3/4 des députés qui ont été élus n'avaient jamais occupé de fonction élective auparavant de niveau national. Oui. Donc on voit que les signes se multiplient, que quelque chose est en train de se passer dans notre vie politique. À l'issue des élections européennes, nous ferons les comptes. Vous verrez qu'une grande partie des députés européens
élus n'étaient pas députés européens en place. Donc on voit qu'il y a à la fois des signes et puis en même temps des trucs qui commencent à bouger. Yann Le Bihan, vous avez décidé d'aller aux élections européennes alors que beaucoup de vos collègues, entre guillemets, gilets jaunes, eux, ont rejeté, ont dit non, on ne se présente pas et on n'ira pas voter. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Et moi, j'étais un des premiers à être contre une liste européenne pour les gilets jaunes. Ouais. Voilà, mais j'ai changé d'avis, je vais vous dire pourquoi, parce que je pense que pour faire perdurer le mouvement Gilets jaunes, il faut rentrer dans les institutions, il faut les infiltrer. En fait, quand vous voulez changer les meubles de votre maison, il faut que vous soyez présent à l'intérieur de votre maison. Donc, le but, en fait, c'est de rentrer par la fenêtre pour les faire sortir tranquillement par la porte. Oui, c'est-à-dire d'aller discuter et ensuite d'avoir... on va rentrer pour les virer. On rentrera par la fenêtre s'il faut, c'est-à-dire légalement, et on va les virer par la porte. Tous ces politiques qui... si les électeurs vous suivent. On compte là-dessus, c'est-à-dire que là, on va... écoutez, ça sera un référendum, c'est-à-dire que s'ils veulent, entre guillemets, dégager Macron, ils votent la liste Alliance jaune. C'est uniquement Macron la cible, c'est pas les autres. Macron, ils votent le reste, les autres listes. Voilà, c'est tout. Oui. Et Vincent Vauquelin, vous aussi, vous avez... parce que vous étiez gilet jaune, me semble-t-il. Oui, absolument. Oui. Et donc, qu'est-ce que vous répondez à ces gilets jaunes qui disent non, il ne faut pas aller voter et non, il ne fallait pas se présenter à ces élections européennes. Il y en a encore beaucoup puisqu'ils interviennent. Oui, bien sûr, mais je comprends très bien. D'ailleurs, pour moi, ça va être la première fois que je vais voter aux élections européennes, puisque d'habitude, je m'abstiens. J'estime que l'Union européenne n'est pas légitime, en particulier depuis que le référendum de 2005 a été bafoué, ce qui était encore une fois un scandale et passé sous silence. Là, pour le coup, on présente une liste. Pourquoi ? Parce que c'est un scrutin proportionnel. Donc, en théorie, c'est beaucoup plus accessible. Et puis, deuxièmement, parce que la mobilisation des Gilets jaunes qui s'est multipliée samedi après samedi, il y a eu un changement, c'est qu'en fait, elle a quitté les ronds-points, elle s'est déplacée dans les grandes villes. Il y a eu un glissement sociologique de la contestation. Il y a eu une récupération par l'extrême gauche. Et je pense que maintenant, grosso modo, c'est plié. C'est dommage parce que c'était quelque chose de formidable et d'exaltant. Mais malheureusement, aujourd'hui, il faut proposer une issue politique à tout ça. C'est ce que vous dites. Je dis non. Il ne faut pas passer à autre chose. Il faut simplement trouver un autre moyen de se faire entendre. Et donc, il faut trouver une issue politique. C'est la raison pour laquelle on présente cette liste. Ouais. Merci. Donc, la campagne se termine, Michel Léridon, vendredi soir. Même jeudi soir, les clips s'arrêtent. Parce qu'il y a des territoires ultramarins qui votent plus tôt. Donc, du coup, la campagne audiovisuelle s'achève dès jeudi soir. Alors, ça, c'est pour les clips de façon officielle. En revanche, pour les interviews à la radio et à la télé, jusqu'à vendredi soir, effectivement, avec les temps de parole que l'on doit respecter. Voilà, tout le monde peut avoir la parole. On termine à combien, Véronique ? Eh bien, peut-on tout dire dans une campagne électorale ? C'est oui à 58%. Oui, mais ça a beaucoup changé, en fait, depuis 6h ce matin, en fait, sur les votes. On était plutôt sur du 50-50. Bon, 58% maintenant de oui, bien sûr. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas de nous avoir appelé tout de suite. C'est Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Valérie. Bien, écoutez, je vous retrouve tout à l'heure pour le 10h midi. Donc entre 10h et 11h, on recevra Jérôme Bonaldi. Vous vous souvenez Jérôme Bonaldi. Il vient nous parler il revient absolument dans une... vous savez, la télévision, c'est un perpétuel pourtant il avait dit... Je vous rappelle qu'il avait dit ici à cette table, je ne ferai plus jamais de télé. Oui, c'est vrai. Comme quoi. Mais là, c'est une émission qui lui va comme un gant. Mon invention vaut de l'or sur M6 tous les soirs. Donc M6 qui s'est associé au concours Lépine. Donc il s'agit de trouver en fait l'invention qui va révolutionner notre quotidien dans tous les domaines. Enfin, il va nous raconter, il va nous parler de cette émission, puis on va lui demander effectivement pourquoi il a décidé de revenir faire de la télévision. Et puis on va faire un petit débrief de l'Eurovision quand même. Vendredi, on a eu énormément de réactions sur le site Sud Radio, sur le site Facebook de Sud Radio. On avait beaucoup d'espoir. Vous étiez déçu, vous ? Oui, un petit peu, parce que j'ai trouvé que Bilal, il était quand même pas mal. Il a fait une belle prestation, mais bon, on en reparlera tout à l'heure avec Sébastien Barquier, qui est journaliste à Télé Loisirs et qui est le grand spécialiste de l'Eurovision. Et puis entre 11h et midi, on parlera de Vincent Lambert. Vous avez peut-être vu que l'arrêt des soins a commencé. Donc c'est vrai que ça pose la question de l'euthanasie. Beau sujet du jour. Et puis on parlera de ce rappeur dont j'ai même pas envie de prononcer le nom, qui insulte la France et qui, alors moi encore plus que les paroles, c'est cette image dans le clip où il étrangle une femme. Image choquante. Aucune réaction de la secrétaire d'État d'ailleurs. Absolument. Où est Marlène Schiappa ? Visiblement, elle n'est pas là. Et puis les populistes peuvent-ils gagner en Europe dimanche prochain ? Ce sera un de nos sujets entre 11h et midi. Eh bien, dites-moi. Il y a du monde. Merci beaucoup Valérie, on vous retrouve à 10h exactement. Restez avec nous dans un instant, nous serons avec Guirec et Monique, la poule Monique et Guirec. C'est incroyable. Qui est un voyageur inexpérimenté. Pendant 5 ans, il a fait le tour du monde en solitaire, avec une poule. Une vraie poule. Restez avec nous, il est 9h44.